Bonsoir, merci d'être présent pour ce conseil municipal. Je vais faire l'appel. Guérin Yannick, oui. Germain Gabriel. Coralie Morvan. Albert Marel. Présent. Catherine Michelot-Varenne. Présente. Grégory Allenbach. Présent. Alexandra Edesheim a donné pouvoir à Christophe Ollier. Fabrice Matois. Présent. Fabienne Cazol-Romaïfer. Michel Frat. Là. Ça veut dire présent? Oui. Il n'est pas différent. Il n'est pas différent. Béatrice Belmont. Présente. Frédéric Lagescarde. Présente. Natacha Arnaud. Présente. Nathalie Baul a donné pouvoir à Frédéric Lagescarde. Stéphanie Gendron. Présente. Lydie Chambeux. Présente. Ludovic Laforêt a donné pouvoir à Fabienne Cazolaro-Maïfer. Éric Poirier. Présent. Céline Matonnet. Absente. Didier Debarge. Absent aussi. Pas de pouvoir. Ah ben non, parce qu'on n'a qu'un pouvoir par personne. Moi j'ai le pouvoir de Philippe Cheval. Philippe Chabanon a donné pouvoir à Valérie Merle. Oui, présent. Laurie Closon a donné pouvoir à Éric Poirier. Oui. Anne Pevrel est absente. Christiane Hardy. Christophe Ollier. Florence Iacono a donné pouvoir à Stéphanie Gendron. Quentin Guilleux. Présent. Luc Souillard. Présent. Je vous remercie. Alors, je vais vous proposer une secrétaire ou un secrétaire de séance. Et je vais vous proposer Frédéric Lagescarde. Merci, je suis très honorée. D'accord, t'as pas encore été vu. Qui est contre? Qui s'abstient? On va commencer par l'approbation de l'Assemblée délibérante sur le compte-rendu du précédent conseil municipal du 13 décembre 2022 qui a été transmis avec la convocation du présent conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On va passer au vote du débat d'orientation budgétaire de 2023 sur la base d'un rapport. Et donc, si vous voulez bien, on va commencer. Le premier point de ce conseil municipal, il est donc le rapport d'orientation budgétaire. Donc, comme chaque année, ce débat il va nous permettre d'informer les conseillers municipaux de la situation financière de la commune et d'indiquer les priorités qui sont inscrites au budget 2023. Et puis après, nous aurons un temps d'échange, si vous voulez bien, pour en discuter. Ça s'appelle le DOB, le débat d'orientation budgétaire. Dans un premier temps, nous allons parler de l'année 2022 et des dépenses et des recettes réalisées en fonctionnement puis en investissement. Donc je me permets de faire un petit rappel sur la composition du budget. Comme vous le savez, le budget d'une commune il est composé de deux sections, vous les voyez. Donc il y a le fonctionnement et puis l'investissement. Ces deux sections, elles n'ont pas la même logique. En vert, comme vous pouvez le voir, les recettes de fonctionnement elles sont composées à 46% de la fiscalité, à 29% des dotations de la métropole, les fameuses attributions de compensation que nous aurons peut-être l'occasion de discuter, et ainsi que les dotations de l'État et les recettes des services. En bleu, nous avons les dépenses de fonctionnement qui sont composées à 52% des charges de personnel et puis des charges à caractère général pour 38%, comprenant les denrées alimentaires, les factures, l'électricité, la fameuse facture d'électricité, de gaz et les délégations de services publics comme par exemple les contrats de maintenance ou autres. Donc il est nécessaire d'avoir plus de recettes que de fonctionnement, ce qui paraît logique, que de dépenses pour dégager ce qu'on appelle l'autofinancement. Cet autofinancement, c'est ce qu'on voit avec la flèche rouge sur le schéma et qui doit être suffisamment important pour payer la dette et pour pouvoir imaginer en plus derrière pouvoir faire les investissements. Sur les investissements, les travaux par exemple qui sont réalisés grâce à des financements obtenus auprès de nos partenaires, on en a déjà parlé, principalement le département en ce qui nous concerne, mais aussi grâce quand c'est possible à la vente de patrimoine. C'est le cas de Polo, on en a déjà parlé, on pourra en reparler aussi, ou alors dans d'autres cas en faisant des emprunts. Compte tenu de notre dette, et on a aussi déjà évoqué ce sujet-là, nous n'envisageons pas d'emprunter et nous pourrons en reparler.
depuis le début du mandat, moi j'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas de travaux, et ça faisait partie de notre projet, sans l'obtention de subventions qui nous permettent d'alléger les dépenses. Alors évidemment, nous avons aussi une épargne qui nous permet d'avoir de la trésorerie, c'est là où vous avez marqué banque. Donc cette épargne, il est important qu'elle ne soit pas trop dégradée, parce qu'elle est un signe de la santé de la commune, et surtout, elle doit nous permettre de faire face à des conjonctures, j'ai envie de dire, d'urgence, si jamais tel était le cas, et j'espère que qu'on n'a pas besoin qu'on peut la préserver, parce qu'on doit quand même préserver un minimum d'épargne pour pouvoir assurer le fonctionnement de nos services en cas de crise majeure. Voilà, ça ce sont les mécanismes budgétaires. Maintenant, nous allons les analyser en lien avec l'année 2022. Donc on va commencer par les recettes de fonctionnement. En 2022, nous avons encaissé 10,8 millions, donc un peu plus que ce que nous avions prévu. Bon, en fait, il faut savoir que nous, on analyse toujours, on envisage toujours nos recettes avec une fourchette basse pour éviter les mauvaises surprises. Par les temps qui courent, on en a assez comme ça, donc ça nous permet de ne pas se tromper, de pouvoir envisager les choses de la manière la plus prudente. Notre fiscalité, elle a augmenté à 4,9 millions d'euros encaissés, sans augmentation des taux d'imposition. Cette hausse, elle est principalement liée à l'augmentation des bases, qui est liée à l'inflation, donc on va dire de manière assez mécanique. Les dotations de la métropole, elles sont restées stables à 3,1 millions d'euros. On n'avait pas d'encaissement de la CAF en 2021, donc on a eu en fait l'équivalent, puisqu'on en a eu en double en 2022. Voilà, il faut savoir que parfois, sur les budgets, on a parfois des bonnes nouvelles, mais malheureusement, on en a plus souvent des mauvaises que des bonnes. Celle-ci, elle est bonne, donc c'est une somme qui arrive en plus cette année. On parle toujours de recettes dans ce cas-là qui sont exceptionnelles. Donc ça veut dire qu'on est content de les avoir, mais on n'en tire pas des conclusions pour le futur. Un autre fait marquant, c'est aussi une subvention exceptionnelle du département pour financer la saison culturelle, et notamment sur les festivités, qui était de l'ordre de 35 000 euros. On parle encore une fois d'aides et de recettes exceptionnelles, puisqu'on n'est pas sûr qu'elles se feront, même si on fait tout pour pouvoir faire en sorte qu'elles se reproduisent dans le temps. Nous avons donc eu des recettes supplémentaires de 500 000 euros en 2022 par rapport à l'année précédente. Les dépenses de fonctionnement, elles ont augmenté de 800 000 euros, conformément aux prévisions budgétaires. On espérait de bonnes nouvelles de l'État, mais pour l'instant, elles ne sont pas là pour nous aider en matière de budget communal. Bon, d'abord, il y a les charges de personnel, la ligne 012 qui a augmenté de 243 000 euros, sans nouvelle embauche, du fait de l'augmentation tout simplement voulue notamment par l'État, qui nous avait fait des belles annonces en grande pompe sur l'augmentation du point d'indice, mais aussi avec la revalorisation des carrières, ce qui, au demeurant, est très bien pour nos agents, mais ce sont des choses qui ne sont pas aidées par l'État, donc c'est les communes qui, en vérité, portent le poids de ces annonces. Et ça pèse dans les finances de la ville. Donc les charges à caractère général, elles, qui sont les dépenses, elles ont augmenté de 400 000 euros, à la fois compte tenu de l'augmentation de l'électricité, on va en reparler, c'est quand même la grosse mauvaise nouvelle de notre année, à plus 151 000 euros pour l'année 2022. Je parle bien de l'année 2022. Mais aussi à cause de l'inflation généralisée avec les frais d'assurance, par exemple. Voilà. Donc nous avons eu en même temps une pénalité SRU, et ça c'est la pénalité par rapport à l'objectif des logements sociaux, de 212 000 euros en 2022, contre 17 000 euros en 2021. Tout simplement parce que la commune n'a pas pu déduire les actions qui sont faites en 2020, qui est l'année électorale, plus l'année du Covid qui a empêché tout ça. On sait que par un mécanisme de subvention, d'équilibre, d'aide à l'achat et d'équilibre sur ces opérations-là, on arrive à les défalquer de nos pénalités SRU. Bien entendu, c'est quelque chose qui se fait à N+2, donc si on remonte sur l'année de 2020, bien entendu, là, nous on n'avait pas pu travailler sur ça, et en plus de ça, l'année Covid n'a pas facilité ce genre de choses, si on s'en souvient bien. Donc c'est une année un peu, j'ai envie de dire, blanche pour nous, en sachant qu'on est déjà en train de travailler, que sur les années à venir, il n'y aura pas on va diminuer un maximum les pénalités SRU. Le solde de l'année, il est donc de 600 000 euros. On a essayé d'être prévoyant quand même dans la prévision budgétaire, ce qui fait qu'on n'a pas eu
d'aide exceptionnelle de l'État. Je m'explique, l'État a aussi annoncé des parapluies et des amortisseurs pour protéger les communes en ce qui concerne la facture électrique, mais électrique, énergétique. Elle a simplement mis des curseurs un peu spéciaux. Nous, étant donné qu'on avait pris des mesures bien en amont et que du coup, j'ai envie de dire, le delta entre les nouvelles pas bonnes et les décisions qu'on avait prises, ont fait que finalement la situation n'était pas si critique pour eux, elle ne rentrait pas dans les critères et du coup, on ne nous aide pas. Pour l'instant, on a peut-être d'autres procédés d'aide, d'amortisseurs qui vont venir dans les mois qui viennent. On espère vraiment que ça va pouvoir arriver, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui peut nous aider et qui fait qu'on puisse aborder sereinement cette période-là. Si on passe à l'investissement de l'année 2022, ça a été une année où nous avons fait d'importants investissements. Ils ont été réalisés pour plus de 3,5 millions d'euros de travaux. Ça a été permis grâce au financement du département, toujours pareil. Je rappelle quand même qu'on a un CDDA qui nous permet de faire ces aides avec des aides à plus de 70% sur nos dépenses. Et on pourra en discuter aussi après, ce ne sera pas forcément le cas dans les années à venir, puisque je pense qu'on est un des derniers CDDA sur le département où nous avons des aides à hauteur de 70%. Pour le reste, je pense qu'on va se resituer à la hauteur des 50% pour les CDDA à venir. C'est assez important et ça aussi explique aussi certaines décisions de ne pas arrêter complètement les investissements malgré la situation. Même si on va bien entendu les minorer. Le budget 2022 ne comprend pas l'encaissement de la vente du foncier des bâtiments de la place Caire, qui tant que ce n'est pas terminé, n'apparaissent pas dans ces comptes-là. C'est pas mélangé pour pas sauter, c'est bien ça. Hein. Donc au total, l'épargne de la commune, il sera de 2 millions d'euros après les restes à réaliser. C'est bien contenu du contexte, effectivement. Mais la situation budgétaire, elle était pas si simple parce qu'on avait une déclinaison d'un projet de mandat depuis 2020 qui était avec beaucoup d'engagement et on reste dans nos engagements. Cependant, on constate que la crise énergétique n'était pas vraiment qu'il y ait des devins parmi nous, mais on ne va pas dire que c'est quelque chose qui était prévu, mais elle change la donne en ce qui concerne l'année 2023. Comme on vous l'a dit, elle a fortement impacté 2022. Elle nous a permis, nous, du fait qu'on l'ait un peu anticipé, essayer de diminuer, mais en 2023, cette conjoncture, elle s'est accentuée et elle a rendu les choses encore plus difficiles. Depuis le début du mandat, nous avions une stratégie qui était claire et qui était partagée. Il s'agissait de rationaliser les dépenses de fonctionnement pour dégager assez d'autofinancement pour payer la dette, pour optimiser les recettes de fonctionnement sans augmenter la fiscalité, comme nous l'avions prévu et comme nous l'avions annoncé, comme je l'avais annoncé, et de réaliser des investissements avec un maximum de subventions, notamment du département. Cette stratégie, elle donnait un cadre clair à la fois à nos agents, nos équipes, et elle nous permettait de travailler de manière transversale avec ce qu'on avait appelé les fiches projets qu'on avait travaillé, avec un outil aussi, et ça c'est à noter, un outil de stratégie financière qui a été développé par les services, l'outil qu'on a appelé Cassandre. Il nous indiquait qu'on aurait dû être dans une situation confortable en 2022 en appliquant finalement la stratégie du début avec la façon de mettre en place nos budgets et de les mettre en place avec nos services. Moi je tiens vraiment encore une fois à remercier et à mettre en avant la qualité de nos services, qu'ils soient financiers mais aussi tous les services, parce que cet outil qu'on appelle Cassandre, c'est un outil qui permet d'avoir une vision vraiment au plus près des lignes et qui nous permet d'avoir le plus de vues possible sur la conjoncture qu'on doit affronter. Et elle nous a permis de prendre quand même des décisions pas mal en amont. Mais Cassandre est un outil fabuleux d'analyse. Malheureusement, ce n'est pas la baguette d'Harry Potter. Et elle a ses limites, et avec ce qui nous est arrivé sur le coin de la tête, elle nous a permis certes, et elle nous permet certes d'avoir un temps d'avance sur notre façon d'envisager nos stratégies, mais elle ne nous empêche pas d'affronter finalement la situation que l'on vit actuellement. Les perspectives de 2023, elles ne sont pas optimistes, car c'est une crise énergétique sans précédent qui apparaît.
Je ne vous l'annonce pas et vous ne le découvrez pas ce soir, mais aujourd'hui on est là pour l'analyser concrètement. Elle a des conséquences extrêmement importantes sur le budget. Comme on l'a indiqué lors du conseil municipal du 13 décembre, la crise énergétique elle va être intense pour les communes, d'autant plus que les contours de l'amortisseur énergétique dont je vous parlais tout à l'heure ne sont toujours pas clairs à ce jour. En tant que particulier, nous avons été, et vous avez été protégés par le bouclier fiscal, mais ce n'est pas le cas des entreprises et des collectivités. À titre indicatif, le prix du gaz, comme vous pouvez le voir, va donc augmenter de 130 000 €. Il passe à 483 600 €, soit une multiplication par 3,72, quasiment 4%, 4 fois le prix de base. En ce qui concerne les prix de l'électricité, les prix passent de 600 000 à 996 000 €. Au total, le coût de l'énergie passe de 730 000 € à 1 479 600 €, quasiment 1 500 000 €, soit une augmentation de 749 600 €. Face à ce défi, on a d'abord cherché à serrer la ceinture. Dès 2022, comme je vous le disais, on a fait des choix de ne pas remplacer quelques départs ciblés. Là, on parle bien entendu de la ligne 012, du fonctionnement au niveau des ressources humaines, dans le personnel. Ça a été discuté avec les équipes. Encore une fois, je salue le travail qui a été fait avec les représentants du personnel pour leur compréhension et puis leur adaptabilité. Malgré l'augmentation naturelle de la masse salariale, le glissement de vieillesse, le glissement de vieillesse technicité qui sur le budget total des charges de personnel va pouvoir diminuer de 1%. C'est à signaler parce que c'est assez exceptionnel. Je vous le dis, encore une fois, des promesses de l'État d'augmenter les annonces de l'État d'augmenter le point d'indice, même en ne remplaçant pas des départs, c'est très difficile de contrôler cette augmentation. Donc malgré tout, avec tout ce qui a été mis en place, on a réussi quand même à faire baisser ce budget et ces charges de personnel de 1% dans cette période-là. Voilà, il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des choses qu'il faut savoir souligner malgré tout. Pour les charges à caractère général, au niveau des charges, nous avons resserré le budget des services d'environ 130 000 € malgré l'inflation. Je dis malgré l'inflation parce qu'on sait très bien que les dépenses, elles ont été forcément impactées par cette inflation et que naturellement, comme un point d'indice sur les masses salariales, tout a augmenté énormément. Ça aussi, c'est quelque chose qui sera important de garder en tête quand on parlera des investissements futurs, et des gros investissements futurs et des changements possibles de stratégie. Malgré cette inflation, on a, comme je vous le disais, réussi à faire une économie de 130 000 € sur le budget des services. C'est pas rien. Par exemple, nous ne ferons pas de velours pressatoire cette année, en accord et en discussion avec les personnes qui travaillent avec nous. On va prendre un temps de réflexion pour pouvoir y travailler, peut-être l'alterner une fois un an sur deux, peut-être rouvrir au niveau de l'intercommunalité. Voilà. Aujourd'hui, il était important qu'on reprenne un temps de réflexion avec tous les porteurs pour savoir ce qu'on fait de cette foire, qui avait vraiment tout son sens la première année en sortie de Covid, mais voilà, il faut qu'on arrive à lui trouver un nouveau souffle et une autre façon de la mettre en avant. Cette année, on n'a plus missionné l'OPA, qui est l'organisme qui nous aidait sur la mission mobilité, parce qu'on s'est aperçu que nous passions une étape nouvelle en matière de mobilité. On va être accompagné différemment et la métropole surtout prend le relais et va nous mettre en place dès le mois prochain un plan de mobilité métropolitain. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le fruit des travaux qu'on a fait depuis le début. À force de mobiliser, d'être visible et de travailler sur ce plan-là, aujourd'hui on est remonté un peu sur la pile des projets et on est sur les projets suivants. Ça, c'est aussi, dans toutes ces choses-là, c'est les choses aussi positives qu'il faut pouvoir retenir. On ne continuera donc pas à missionner l'OPA pour des raisons d'économie, mais parce que aussi on arrive à fonctionner différemment. On a modifié fortement la saison culturelle à partir de septembre prochain. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire autrement et même si on va tout faire pour garder cette espèce d'ADN qui est importante pour nous et qu'on va quand même maintenir, l'idée c'est pas de fermer une salle, c'est pas de dire qu'il n'y a plus de AC avec les écoles. Il faut qu'on continue à faire ce qui fait l'excellence de notre village, mais on va faire des grosses économies aussi sur la culture et il faut le savoir. Et on va essayer de compenser en étant créatif,
mais la culture va être aussi impactée, et il faut savoir se le dire. Chacun des acteurs a essayé de comprimer ses besoins avec la recherche de faire autrement. De plus, les actions de sobriété énergétique telles que celles qui vous ont été présentées lors du dernier conseil municipal et que nous avons tous voté à l'unanimité vont permettre aussi de réduire l'augmentation de la facture énergétique de manière très importante. Nous avons serré certes notre budget au maximum des possibilités pour faire face à cette situation, mais il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser, une ligne rouge. Il est important pour nous de ne pas perdre l'ADN de notre village. J'ai eu l'occasion déjà de le dire, et il est très important d'appuyer là-dessus. On pourrait effectivement, comme on l'avait un temps pas envisagé, mais effectivement on en avait parlé, diminuer les subventions aux associations fortement, stopper les festivités, stopper notre travail sur la mobilité. En réalité, certains pourraient nous reprocher parfois, et j'ai entendu ça à une certaine époque, pas si lointaine, pendant les élections, on nous disait que la ville de Velot était une cité dortoir, chose sur laquelle je ne suis pas d'accord du tout, et que je me porte en faux sur cette mobilité-là. Je pense qu'au contraire, notre village, il a une véritable ADN. Il a des difficultés dans son expansion, au niveau de la mobilité, au niveau des logements, comme toutes les villes du bassin de vie. On y travaille, mais c'est aussi une ville qui a une histoire et c'est une ville qui fait en sorte que, quoi qu'il arrive, les gens seront contents de se rencontrer, que ce soit sur les mercredis du Parvis, sur la fête de la Sainte-Éloi, sur la place Guerre. Elle a une énergie associative qui est très peu commune aux villes qui nous entourent. C'est aussi historique et c'est quelque chose qu'il faut qu'on maintienne. C'est notre ADN. Voilà. Moi je pense que si on est sur un aspect politique des choses et qu'on parle politique, moi je suis tout à fait à l'aise pour vous dire que c'est ce qui m'a amené à apporter avec mes camarades un projet politique et que pour moi c'est quelque chose qui est non négociable. Notre village il doit rester un village où les gens viennent. Il y a même des gens qui nous disent que si la santé au niveau de l'immobilier se porte bien encore sur Velot, c'est parce que les gens savent ce qui s'y passe. Voilà. Et que ça a un prix. C'est aussi ce qui fait la qualité des gens qui viennent s'installer chez nous. Voilà, et ça, moi, je pense qu'il ne faut pas y renoncer. C'est pour ça que la ligne rouge ne sera pas franchie à ce niveau-là, et que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir maintenir cette capacité d'assimilation, cette capacité de maintenir ce bien-vivre, et puis aussi de pouvoir tout simplement assurer des services publics de qualité qu'on doit à nos concitoyens. Et elle a un prix, et ce prix-là, on doit faire le choix de le partager tous ensemble si on veut le maintenir. On a donc pris un choix, j'ai pris un choix, celui d'augmenter la fiscalité. C'est un choix collectif, il découle déjà d'un séminaire qu'on a travaillé sur un travail qui a été fait avec les adjoints, avec les services, sur une validation collective en bureau d'adjoint et au bureau municipal. Et aujourd'hui, au regard des chiffres qui vraiment aujourd'hui sont les derniers chiffres et nous permettent d'avoir la vision la plus juste sur l'année 2023 et le budget qu'on vous propose, il est effectivement d'augmenter la fiscalité. Nous avons aussi constaté, alors c'est pas une excuse, mais quand on doit faire des choix aussi importants que celui qu'on doit vous proposer ce soir, il est intéressant aussi de se situer sur un bassin de vie et puis de voir comment ça se passe autour de nous sur des villes qui nous ressemblent un peu, alors pas toutes, mais dans les fonctionnements. Se dire, est-ce qu'il y a aussi peut-être une explication à ce qu'on vit aujourd'hui? Pourquoi est-ce que peut-être certaines villes ne décideront pas forcément de monter leur fiscalité? Peut-être aussi c'est dû à leur taux de fiscalité actuel, historique, qui aujourd'hui est bien plus élevé que le nôtre. Alors l'histoire, elle peut faire qu'il y avait des choix de ne pas augmenter la fiscalité historiquement, dans des situations qui n'étaient pas les mêmes budgétairement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même, si on regarde autour de nous, que même en augmentant un petit peu la fiscalité, on resterait, pour la plupart des villes qui nous entourent, pas mal en dessous, et puis pour certaines peut-être au même niveau, en sachant qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire les annonces qu'on va faire ces villes-là, mais pour certaines d'entre elles, je pense qu'ils vont aussi prendre des décisions qui sont les mêmes, parce que tout simplement, ils vivent une situation qui est la même. Donc,
c'est pas une gaieté de cœur, hein. Je suis très à l'aise avec ça. Sur le projet politique, j'avais pris la décision de ne pas toucher à la fiscalité. En même temps, encore une fois, moi je veux bien présider et diriger les affaires d'un village de la manière la plus cohérente et responsable. Je ne sais pas encore une fois qui aurait pu nous dire qu'on allait traverser cette crise sans précédent. Aujourd'hui elle est là. Voilà, il faut faire face, c'est des choix. Je prends mes responsabilités, on les prend tous ensemble. Mais voilà, par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui, on va prendre une partie de la responsabilité et à travers tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, une bonne partie de ce déficit qu'il va falloir combler en matière de politique de la ville et en matière de décisions fortes et de sobriété énergétique aussi. Mais voilà, ça ne suffit pas, il va falloir qu'on trouve une autre façon. Et donc, selon l'hypothèse qui serait d'augmenter de 3 points la taxe sur le foncier bâti, et qui serait donc payé par les propriétaires, en sachant aussi qu'il faut quand même rappeler aussi, heureusement, que la taxe d'habitation qui était importante sur notre commune, elle a disparu. Encore une fois, c'est pas une excuse, hein, mais il faut savoir aussi, quand on prend une décision, observer la réalité des choses, et ça fait partie des choses aussi qui sont réelles. Donc la décision, elle représente, on a fait un petit travail pour que ça donne une idée pour les propriétaires. Alors lorsqu'on est sur un petit appartement de 50 mètres carrés, on est sur, ça représente 33 €. Pour un appartement de 70 mètres carrés, on est sur 51 € par an. Hein. Pour une maison de 110 mètres carrés, c'est 63 €. Et pour une plus grande maison de 140 mètres carrés avec un grand jardin, on est sur une différentielle de 107 €. Au total, ce que nous proposons, c'est que le coût de la facture énergétique soit partagé en deux finalement. Une moitié de facture qui est compensée par les efforts de la commune, sobriété, avec quand même un montant de moins 250 000 €, frais RH avec moins 52 000 € et diminution des budgets des services de 130 000 €. Encore une fois, en ne franchissant pas la ligne rouge de la qualité du service public rendu. Pour la seconde moitié de la facture, il est indispensable pour nous, au regard de tout ce qui a été travaillé, d'augmenter les impôts pour avoir une marge de manœuvre. Et la marge de manœuvre, elle est due à l'inflation des contrats, aux risques qui sont liés au devenir de la métropole. Je ne vais pas vous inquiéter plus que de mesure, mais aujourd'hui, on va dire que cette année, la métropole a su préserver quelques acquis. Quand on regarde les commandes de l'État en matière des attributions de compensation et de ce qui doit être les travaux qui devront être menés et rendus par la métropole sur l'année qui vient, il y a fort à parier que les attributions de compensation des communes soient touchées, ce qui représente pas rien, puisque nous, à titre indicatif, la commune chaque année touche à peu près 3,5 millions d'attributions de compensation pour faire fonctionner la ville. Donc ça fait partie aussi des choses, gouverner c'est aussi un peu prévoir, et voilà, aujourd'hui je pense qu'il faut être prêt à pouvoir prendre des décisions pour passer les vagues qui vont arriver d'ici la fin du mandat. Comme vous le savez, la charge de cette dette, la charge de la dette aussi qu'on a, elle est aussi importante. Effectivement, je le dis souvent, on a hérité de patrimoine. Il faut savoir aussi l'admettre. Ce patrimoine qui nous permet parfois aussi de dégager un peu des recettes pour pouvoir continuer à investir. Toutes les communes n'ont pas du patrimoine, on a quand même la chance d'en avoir. Et on a aussi hérité d'une dette, et pas des moindres, hein, je veux dire, la dette qu'on a aujourd'hui, chaque année, on doit la rembourser. Chaque année, cette dette, elle va coûter environ 1 172 000 € à la commune. Alors là, je parle de 2023. Mais c'est pareil, vous imaginez, sur 1 173 000 €, c'est de l'argent. Alors bien entendu, toute commune a un endettement. L'idée, c'est pas une commune qui n'a pas d'endettement, ça n'existe pas. Il faut savoir que la nôtre de dette, si on reprend ce schéma qu'on vous donne, il est très lourd. Alors on s'est aussi engagé à rembourser cette dette, à la rembourser de manière pluriannuelle.
pour faire en sorte de dégager dans le temps et dans les années qui viennent de plus en plus de l'alléger et de pouvoir dégager finalement plus de recettes d'investissement. Ce qui nous permettra d'inverser un peu la tendance, de pouvoir surtout maintenir des investissements. Vous le voyez, 10,5 millions en 2020, 8,2 millions en 2023 pour arriver à 5,8 millions en 2026. Alors bien sûr, vous allez me dire c'est dans longtemps, mais en même temps ça arrive vite. Si vous voyez là, on va commencer à dégraisser, à dégraisser sérieusement et à décroître. Et on peut imaginer, si on veut regarder le côté positif de la situation, d'ici à la fin du mandat, pouvoir avoir une situation plus saine au niveau de l'endettement et pour pouvoir, à ce niveau-là, pouvoir dégager plus de capacité d'investissement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. C'est pour ça aussi qu'on veut absolument se désendetter, quoi qu'il arrive. Néanmoins, la commune, elle va quand même réaliser moins d'investissements, mais elle continuera quand même d'investir. Comme je vous le disais, grâce aussi à de la vente de patrimoine immobilier qui est peu utilisé, je pense parce que je m'ai marqué la Bastide des Deux Sœurs qui a été mise à la vente, et puis les bâtiments de la place Raoul Ferraud. Voilà, dont on va parler après, mais qui après études niveau architecture et travaux réalisés se dirigerait vers la possibilité d'une vente. Voilà, donc on ne vend pas tout le patrimoine, bien entendu, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi, on vend un patrimoine en fonction de ce qui sert à la commune, en fonction de ce que ça coûterait de le réhabiliter et en fonction de ce qu'on veut en faire surtout. Voilà, donc il y a un peu, finalement, travailler ce budget pour une commune, c'est avoir une vision au plus près des dépenses, au plus près de la conjoncture qu'on travaille, et puis après c'est plein de petites cordes. Voilà, il n'y a pas des décisions, il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir, il y a plein de choses à décider, il y a un équilibre à maintenir entre ce qu'on désire pour notre commune, mais aussi entre ce qu'on doit décider pour arriver à maintenir un équilibre de tout ça. J'espère avoir été le plus clair dans ce qu'on vous a expliqué. Il faut savoir qu'on continue d'investir. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions de sobriété énergétique. Ce sont des actions qui vont nous permettre effectivement de dépenser, mais dans un premier temps en investissement pour beaucoup économiser par la suite en termes de consommation. Je pense de l'éclairage public avec les LED, l'économie d'énergie dans les bâtiments. Dans la plupart des cas, on va essayer de l'accélérer. On est en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut accélérer ces dépenses. On va y travailler aussi à travers le CDDA qu'on a travaillé. On est déjà en train de travailler avec les services du département pour pouvoir changer des affectations de dépenses du CDDA pour accélérer ces investissements en direction de la sobriété énergétique pour pouvoir le plus vite possible être paré à affronter ces vagues successives et pour pouvoir avoir une ville qui soit la plus économe possible. On va ensuite réaliser aussi des travaux de voirie pour la sécurité routière et la mise en place du plan vélo. Bon, ça va de pair, c'est quelque chose sur lequel on s'est engagé, tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la mobilité et la sécurité, ce sont les deux thèmes qui se retrouvent le plus souvent dans les doléances de nos citoyens. Il y a le travail qu'on doit faire à l'échelle métropolitaine, à l'échelle départementale, et puis il y a le travail qu'on doit faire au niveau communal pour pas regarder passer les trains et être le plus près possible en attendant les plateformes d'échange multimodal, les lignes de train, toutes les choses dont on nous abreuve, mais qu'aujourd'hui on aimerait bien voir le début du commencement. En attendant, nous, il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire en tant que ville et il faut qu'on soit responsable là-dessus, et c'est ce qu'on va faire. On ne va pas oublier la jeunesse, parce que c'est important pour nous. Et donc on tient quand même à réaliser ce projet de City Park avec skatepark Pump Track et qui est à côté d'Elec. Voilà, c'est un beau projet. On doit avoir un vrai beau projet pour les 11, 25, 26 ans. Voilà, c'est important aussi de penser à eux. On y pense dans d'autres aspects, au niveau de l'économie, au niveau de l'éducation, mais c'est bien aussi de pouvoir avoir une réponse pendant ce mandat-là, qui soit vraiment en direction de notre jeunesse. Et donc on va continuer d'avancer là-dessus, comme on va continuer d'avancer sur le projet des ateliers partagés.
où il y aura certains travaux et un aménagement qui nous permettra à la fois de travailler sur l'intergénérationnel avec ces jeunes, mais aussi sur l'aspect loisir et sportif avec ces jeunes aussi. Donc c'est important pour nous qu'on puisse donner aussi une réponse en leur direction. Voilà. Je crois avoir été le plus clair possible. J'ai sans doute oublié des choses, mais vous allez vous faire un malin plaisir de me les rappeler en me posant des questions. Donc voilà, on se tient à votre disposition si vous avez des questions sur ce budget. Quentin. Oui, vous avez évoqué l'impact également financier de ce qu'on paye avec la loi SRU actuellement sur les finances de la ville. Est-ce que vous avez exploré le fait, pris connaissance du fait que l'article 55 de la loi 3DS permettrait dans les mois à venir d'éventuellement pérenniser justement le rythme de rattrapage de la proportion de logements sociaux sur une commune via la signature d'un contrat de mixité sociale avec les préfectures. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait justement atténuer sur le long terme l'impact financier des sanctions qu'on paye avec la loi SRU sur la commune? Ce que vous dites est très juste, Quentin. Nous, on a eu une réunion il y a une semaine en préfecture, justement sur le contrat de mixité sociale et sur les logements sociaux, où tout a été évoqué. En fait, il n'y a pas d'assouplissement véritable sur les objectifs de logements sociaux. Effectivement, on nous propose de signer un nouveau contrat de mixité sociale, ce qui vraisemblablement va être notre cas. On se dirige vers ça, puisque nous, on a toujours été partisans de faire partie d'un système pour mieux essayer de le rendre cohérent par rapport à nos possibilités. Donc moi j'ai aussi pris la parole d'ailleurs à cette réunion, j'ai fait part de nos difficultés, non pas le fait de dire la commune ne veut pas faire de logement social, parce que moi je vous le dis, j'ai déjà dit, je le répète, les logements sociaux il faut quand même qu'on en fasse. Pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà parce qu'on a énormément de jeunes de vélo qui partent de vélo parce qu'ils ne peuvent pas acheter sur vélo. Donc on y met l'appellation qu'on veut, l'aide à la primo-accession, toutes ces choses-là. Et ça c'est la façon de ficeler les projets qui est importante aussi. Mais aussi pour une autre raison, c'est qu'aujourd'hui on ferme des classes d'école. Et que pour moi, on ne juge pas la santé et l'énergie d'une ville au fait qu'elle ferme des classes d'école. Donc c'est important pour nous de le faire. Mais on ne peut pas le faire n'importe comment. On ne peut pas le faire n'importe comment, parce qu'aujourd'hui, il y a des réalités. La réalité, la première, c'est le problème de la mobilité. Aujourd'hui, on est tous là pour se dire que le matin, ce qu'on vit, c'est quelque chose qui est intolérable. On est bloqué pour aller travailler vers la Durane, on est bloqué pour aller travailler de l'autre côté. Et aujourd'hui, force est de constater que la réponse de la métropole sur les projets de mobilité, elle n'est pas satisfaisante en termes de timing. Donc nous, il faut qu'on puisse agir le maximum là-dessus. Et j'ai proposé, moi, parce qu'en fait, il y avait d'un côté, on a un contrat, on le respecte, bon alors on prend des amendes, avec toujours des objectifs plus élevés et intenables. Et de l'autre côté, on peut faire une demande pour être exempté de logements sociaux. Mais la vérité, en réalité, elle est au milieu. L'idée, c'est pas de dire on ne fait plus jamais de logements sociaux. Moi, j'aimerais pouvoir dire on ne fait plus jamais de logements sociaux. Mes écoles sont pleines, mes jeunes de vélo peuvent rester à vélo. Ils ont les moyens d'acheter des terrains, ils ont les moyens d'acheter des... Et le problème est réglé. Et on ne fait pas le projet des Esprados. Tout le monde est content. Et moi, le premier. Et la réalité, c'est qu'il y a quand même une nécessité. Mais par contre, il faut qu'on nous accompagne. Et moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'il y ait une vraie étude, que dans le cadre d'un contrat de mixité sociale qu'on pourrait mener, effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de dire, il y a des problématiques de bassin de vie, celui du nord de bassin de vie, c'est la mobilité, faisons un programme étalé dans les années qui tienne compte de l'agenda mobilité de la métropole. Effectivement, demain si on ouvre la ligne de train, qu'on a un pôle d'échangeur multimodal, qu'on a pu avoir des aires de covoiturage partout et qu'on est dans le monde magique et utopique dans lequel on aimerait tous vivre, ok, on discute et on les fait le logement.
On n'en fait pas autant que vous voulez, mais on peut en faire. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc voilà quelle a été ma demande, moi, et ma doléance par rapport au préfet et du coup, directement par rapport à l'État. Maintenant, ce que vous dites, effectivement, sur les contrats de mixité qui vont être signés à l'avenir, il va y avoir une réduction des objectifs. Mais cette réduction des objectifs, en réalité, elle tient compte d'objectifs qui, dès le départ, pour nous, ne sont pas atteignables. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, si vous voulez, on n'en verra pas la différence, quoi. M'enlever le projet du collet de l'Aigle, aujourd'hui, super. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on n'est pas au collet de l'Aigle. Hein. Aujourd'hui, il y a d'autres projets en attendant. Donc, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il faut... Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que je trouve que ces contrats de mixité sociale, quels qu'ils soient, ne sont pas adaptés aux réalités des bassins de vie. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une vraie écoute de la part du gouvernement et des services de l'État pour faire en sorte qu'un contrat de mixité il soit cohérent avec la réalité du bassin de vie. Ça peut être la mobilité, ça peut être autre chose, ça peut être les bassins d'entreprise. Voilà, il faut qu'il y ait une vraie vision là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur un mandat où on essaie de discuter et de faire avancer les choses. Et malheureusement, si dans les années qui viennent, même si je suis un grand optimiste, si ça n'arrive pas, peut-être qu'on basculera dans une autre posture. Mais aujourd'hui, il faut essayer de faire avancer, j'ai envie de dire, le schmilblick, mais en étant à l'intérieur. Ce dispositif qui émane de la loi 3DS, c'est simplement un rythme de rattrapage qui est sur un plus long terme. Oui. C'est ça. En effet, c'est pas un allègement au sens propre du terme, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de critères à respecter, notamment le fait qu'une commune, il me semble, ait 50% au moins de surface de terrain qui ne soit pas constructible. Il faut aussi que ces critères soient... Il faut aussi que de l'eau rentre dans ces critères. Exactement, moi j'entends ce que vous me dites, vous connaissez bien les articles, il n'y a pas de souci. Nous, en fait, quand on travaille avec eux, on a un service quand même au niveau de l'urbanisme qui est très au point là-dessus. On travaille avec des services qui sont spécialisés et nous, aujourd'hui, dans l'état des choses, ce que je peux vous dire, c'est que ce contrat de mixité sociale influe très peu sur la politique de construction possible à venir. C'est ça que je veux dire, si vous voulez, dans les 6 ans, dans les 7 ans, ça n'aura aucun intérêt. Alors on va rentrer dedans, effectivement ça diminuera un peu, mais sur quelque chose qui n'est pas du tout visible. Donc, ça veut dire qu'en fait on va augmenter, quoi qu'il arrive, on augmentera le nombre d'habitants et de l'eau de façon mécanique. Puisque qui dit rattrapage des logements sociaux, il va falloir créer des logements. Donc créer des logements égale plus de logements. Mais en tout cas, donc on va monter le nombre d'habitants à vélo. On sera toujours vraisemblablement confronté à nos problèmes de mobilité. On va dire, de toute façon, il est seul et unique. C'est le nœud entre les 4 tours et le pont. À ça, le préfet, droit dans ses bottes, avec son spectre, il va nous dire, si vous ne respectez pas les 25%, moi je prends des décisions. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que nous, on est dans le cas d'une commune qui a plus ou moins de 50% de capacité à de nouveau construire? Est-ce que notre terrain, la superficie de la commune permet de... Aujourd'hui, d'un point de vue juridique, oui. D'accord. D'un point de vue juridique. On a plus de 50% constructibles, c'est ça? La commune. D'accord. Donc vous les connaissez, on les a exposés, les terrains du contrat de mixité sociale de la ville. Vous avez le terrain des Esprados, vous avez ceux qui sont en train d'être construits, vous avez Midi Fer en face. Il y avait un projet sur le centre du village qu'on a réussi à stopper pour en faire dès qu'on aura avancé, dès que les services auront avancé pour faire des places de parking. On a le collet de l'Aigle qui reste aussi un terrain identifié pour ça. Il est possible d'ailleurs que sur le nouveau contrat, et là je vous rejoins, on puisse ne pas le mettre dedans, je ne suis pas sûr, mais c'est ce qui est en train de travailler. Il y a une partie inondable au collet de l'Aigle. On a le terrain glaciif aussi. Oui, toujours privé ça. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est propriétaire. Je vous dis juste que ça fait partie des terrains qui sont des terrains sur l'eau, qui sont identifiés pour le faire. À notre décharge aussi, il y a le terrain en face de l'autre côté du bord d'Aqua, là où ça a brûlé, sur lequel il y avait déjà je ne dis pas les actions, mais aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a la loi. D'accord? Et la loi,
Elle était faite par une Parisienne qui comprend rien. donc Alors c'est pas peut-être grave. par un Parisien d'ailleurs. hein. Une Parisienne, non, c'est une D'accord. Parisienne. C'est une Flo qui a voulu cette connerie, mais... Écoutez, moi je ne suis pas là pour juger ni là-dessus les personnes, ni ces choses-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a la loi. La loi, si je m'y conforme pas, c'est le préfet qui prend la main et qui s'y conformera pour moi. Moi, ce que je peux vous dire, et le plus à l'aise là-dessus, c'est que la plupart des projets qui pourraient aujourd'hui avancer très vite sur le village, j'essaye de les freiner au maximum. Voilà, sur ce mandat-là, c'est pour ça que je vous disais, on essaye de les freiner en restant du bon côté de la barrière, en expliquant pourquoi on ne peut pas les faire. Après, il y a ce qu'on essaie de ralentir. Moi, j'essaie de ralentir les choses pour qu'on puisse avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe au niveau de la mobilité et du projet métropolitain. C'est la seule chose dont j'ai le pouvoir aujourd'hui. Hein. Non, mais Aujourd'hui, Madame Pastal a récupéré la compétence de toutes les routes du département. Il faut espérer qu'elle aura des facilités à faire quelque chose. elle avait déjà la responsabilité des voies. Non, là, elle a récupéré encore plus. Le peu qui restait au niveau national, elle l'a récupéré. Je sais, écoutez, moi je sais qu'au niveau départemental, ce qui est départemental est au département, ce qui est à la métropole est à la métropole, et les deux ne se mélangent pas forcément. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a énormément de problèmes. Par exemple, pour travailler sur des voiries qui sont départementales où il faut les passer en communal, et on essaye. Il y a des voiries qui sont plutôt au niveau de la métropole, suivant qu'elles sont d'intérêt métropolitain. Voilà, on a des choses assez compliquées à dépatouiller, ce qui fait que parfois, ce qui pourrait sembler être très facile à faire, hein, quand on parle de sécurisation de certaines voies, eh bien, on s'aperçoit que pouvoir ne serait-ce travailler dessus, on n'a pas le droit, il faut la faire passer de métropolitaine ou départementale à demander à les faire passer d'état communal pour pouvoir travailler dessus. Bon voilà, je passe sur le côté ubuesque de certaines situations, mais en tout cas, nous, on essaie de se maintenir à un projet, on essaie d'avancer là-dessus. Maintenant, vous avez raison, effectivement, il y a un contrat de mixité sociale, on est dessus, on sait déjà, effectivement, qui peut être réduit sur certaines choses, mais dans un delta qui, aujourd'hui, ne sera pas visible en termes de construction dans les 5-6 ans qui viennent. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ah, contre. Qui s'abstient ? Ce rapport d'orientation budgétaire est adopté. Merci. On va passer au rapport numéro 2. Il s'agit de l'approbation des avenants au marché de travaux de réhabilitation des bâtiments autour de la place Caire. Je laisse la parole à Coralie Morvan. Alors, encore ça va être le dernier avenant, j'espère, un petit avenant. Nous aussi. Comment ? Nous aussi. Donc en fait, là, c'est un avenant qui est en termes de coût pas très élevé. Il concerne donc 3 lots. Le lot numéro 2, donc Rose Œuvre, qui concerne une cuvette étanche sur le bâtiment A4, où en fait on avait des infiltrations d'eau au niveau du commerce qui va être la poissonnerie. Pour un montant donc de 2045,01 €. Ensuite on a le lot numéro 8, plomberie. Donc là on a une mise en œuvre d'un clapet coupe-feu de prise d'air dans la cuisine suite à une demande du bureau d'études de contrôle. On a une dépose de repose des réseaux EP dans la cuisine. Bon, en fait, c'est pris dans le restaurant. Les délais de chantier se sont allongés, ce qui engendre aussi des frais supplémentaires pour l'entreprise. Entre autres, le maintien d'un container sur le site pour les gens qui travaillent sur le chantier. Et suite à la réunion avec les futurs preneurs du bar-restaurant, est projeté de créer un couloir de passage direct entre les sanitaires et le local vestiaire, donc entre le bâtiment A2 et A3. Pour assurer ce passage, le déplacement du chauffe-eau est donc nécessaire. Alors le montant s'élève à 4 235 €. Ensuite, le lot numéro 10, qui est chauffage, ventilation, climatisation. Et là, l'avenant concerne, vu l'humidité qui était dans le bâtiment 4 au moment des pluies, là, au mois de décembre, donc on a rajouté une VMC plus puissante pour que l'air circule beaucoup plus vite et que moins de problèmes d'humidité. Et là, le montant s'élève à 370 €.
Donc en fait, ces travaux supplémentaires entraînent une augmentation globale de 8,05% du montant initial du marché, qui était donc de 2 356 287,31 €. Et nous avons donc 8,05% du montant initial du marché, avec 2,94% qui relèvent des aléas de chantier et 5,10% qui relèvent des coûts supplémentaires de la maîtrise d'ouvrage. Donc la commission d'appel d'offres s'est réunie le 27 janvier et a donc, après avoir pris connaissance des détails et explications données par la direction des services techniques, a émis un avis favorable à l'approbation des modifications du marché. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'approbation de la réalisation de ces travaux supplémentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, personnellement, je voterai pour, parce que c'est pour les Vélociens, mais je suis foncièrement contre. Parce que on est au royaume du cadeau. Hein. Après, on abaisse les pénalités de retard sur les entreprises. Il y a un moment, il y a des loups. Ouais, mais je suis d'accord. Ouais, il faut qu'on arrive à la fin à un moment donné. Oui, mais il faut qu'on arrive à la fin, mais là, la fin, c'est... Bon, après, on a... Elle est maintenant. Elle est maintenant? Oui, elle est maintenant. C'est-à-dire que nous, on a nos repreneurs qui signent le bail, qui signent leur bail et qui ont besoin de commencer à rentrer dedans pour pouvoir ouvrir au beau jour. Et donc, effectivement, moi j'entends ce que vous dites, hein, je déteste moi avoir bâton sur la nuque sans arrêt. Mais malheureusement, on a été maître de notre destin pendant une grande partie des travaux où on pouvait impliquer ces pénalités et mettre la pression. Et on sait très bien que quand on arrive à la fin des travaux, c'est le moment où on est un peu dans le money time, où certaines entreprises en profitent pour mettre une petite pression, parce que s'ils ne vont pas à la vitesse qu'on veut, ben on se met dedans au niveau de notre timing et on fout en l'air tout le reste du processus. Bien entendu qu'il y a une limite, on est d'accord, et bien entendu que c'est un peu, on essaie d'arranger les choses, mais on essaye aussi d'avancer pour pouvoir passer à autre chose et tout simplement de pouvoir ouvrir et permettre à nos commerçants d'ouvrir dans la meilleure période, ce qui est celle du printemps, où on va faire un appel d'air et où on va lancer le truc et où ils auront besoin d'avoir du monde. Sinon, on fait effectivement, on fait un peu on est dur, on est très dur, et on prend le risque qu'ils n'ouvrent pas avant la rentrée. Et là, on prend aussi le risque qu'ils nous disent, nous, on ne peut plus, quoi. Après, objectivement, 8% d'augmentation sur le marché global, c'est pas non plus quand même un truc délirant, quoi. Enfin, c'est pas les 8% que je discute. Financièrement, aujourd'hui, c'est les 400 000 € du marché de base qui ont été rajoutés par l'archi et le pilote, et qui aujourd'hui, le pilote ne fait pas son boulot. C'est un âne, excusez-moi, et moi j'en côtoie toute la journée des pilotes. Celui-là, c'est un âne batté. Voilà, il ne connaît pas son taf, ou alors il fallait prendre un cabinet de pilotage extérieur, et là, je vous dis un truc, ça aurait été beaucoup plus efficace. Ouais, bah avec les si, hein, on fait toujours plein de choses. C'est pas moi, je vous invite juste à regarder tous les projets qu'il y a pu y avoir dans le passé, les dépassements qu'on a eu sur beaucoup de projets, et je vous garantis que moi, quand je regarde celui-là avec les risques qu'il y avait au début, vous étiez le premier à dire que c'était... Voilà, moi je vous garantis, quand on regarde le retard qu'il y a in fine, et qu'on a le dépassement qu'on a en termes de dépenses, moi je peux vous dire qu'avec ce qui se fait autour, on n'est pas des mauvais. Et moi je trouve que, voilà, encore une fois, on a quand même un service urbain, un service technique et un DST qui a quand même fait du boulot. Je reviens pas là-dessus. Après coup, on peut toujours se dire qu'on aurait pu mieux faire. Moi je trouve qu'on s'en sort pas trop. Sur de la rénovation en plus, c'est toujours compliqué. Donc ça garantit une ouverture au printemps. Hein. Garantie, le mot garantie, on peut pas le dire parce que voilà, aujourd'hui on signe un bail avec les deux commerçants d'ici 15 jours, puisque c'est les notaires qui le gèrent. Donc, et après, eux, il faut qu'ils fassent leurs travaux. Donc nous, aujourd'hui, on ne va pas être maître de leur timing sur leurs travaux. Donc après, on verra en fonction de leur avancement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont tout intérêt à ouvrir le plus vite possible. Oui, bien sûr. Et que dans leurs objectifs, c'est d'ouvrir au printemps. Avant l'été. Oui, c'est voilà. C'est le printemps. Jusqu'au 21 juin. Jusqu'au 21 juin. Avant l'été, c'est le printemps. Pas au mois d'avril. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Avant avril. Est-ce que tu veux bien qu'on passe au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
D'accord, oui, de fait. Rapport numéro 4, il s'agit d'une délibération. J'ai pas loupé. Rapport numéro 3, bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées sur la commune de Velot pour l'année 2022. Je repasse la parole à Coralie Morvan. Alors, la commune de Velot a pour l'obligation de, suivant l'article L2241 du Code général des collectivités territoriales, de dresser le bilan des acquisitions et cessions qu'elle a réalisées sur son territoire afin d'apporter une meilleure connaissance des mutations foncières opérées sur l'année 2022. Donc le bilan qui a été fait, vous l'avez en annexe. Donc aujourd'hui, en termes d'acquisition, en 2022, on a eu trois acquisitions. On a eu l'immeuble engagé 4 rue Jules Ferry. On a eu d'un colotissement voirie sur lotissement Mazuco, lotissement du Sage, chemin de Pécon. Donc ça c'est sur des trucs de voirie. Et ensuite on a eu aussi propriétaire des chemins de voirie sur tout ce qui est à l'extérieur de Velot, plaine de Pécou, chemin de la Dégage, Fontaine du Laurent et autres. Donc voilà, ça c'est les 3 acquisitions. Donc on a 2 voiries et un viager. Et ensuite en ce qui concerne les cessions, on a 3 terrains dont la SCU Bassi sur plateau de la Palin, sur 2 bouts de terrain, et un autre bout de terrain plateau de la Palin, c'était sur le parking que nous avons voté au mois de juillet 2022. Voilà. En ce qui concerne les acquisitions et les cessions. Donc le conseil municipal est invité à prendre acte de ce bilan. Qui a des questions? Chemin Fontaine de Laurent et avenue Lombardie, enfin, sont quelles parcelles qui ont été acquises par la commune? J'ai pas le détail moi sur. Alors si c'est le numéro voirie, hein, 7, c'est de la voirie, hein, c'est pas du terrain, c'est de la voirie. D'accord. Voilà. Enfin, la Lombardie, C'est dans les hameaux. Oui. Mais propriétaire de chemin, oui, d'accord. En fait, c'est des transferts du domaine public, communal, de voies privées, d'équipements. Voilà. D'accord. On peut passer au rapport numéro 4. on va peut-être voter. Rapport numéro 4, libération de principe sur la cession amiable d'un immeuble appartenant à la commune, place Raoul Ferraud. Il s'agit tout simplement du garage de Liemolo et des parties attenantes qui appartiennent à la mairie. Je vous avais dit qu'on avait fait des études d'architecture et de structurel pour travailler sur l'aménagement des ateliers partagés. Suite à ces études-là, il a été relevé que structurellement l'édifice n'était pas sécure et nécessitait des travaux très importants pour refaire tout le soutènement, refaire tous les murs. Donc je ne vous cache pas que c'est une très mauvaise surprise. Du coup, nous n'avons pas le budget pour refaire tout ce bâtiment. Et étant donné qu'il y a d'autres bâtiments en copropriété, il a été choisi de faire estimer le bien et par les domaines et probablement de le mettre à la vente. Ce qui permettra d'avoir un ouvrage restauré par des privés ou pas d'ailleurs, puisqu'on va recevoir aussi l'EPF là-dessus. On parlait des pénalités SRU et le fait de pouvoir aussi défalquer. Ce sont le genre typiquement d'opérations qui permettent de faire quelques logements sociaux dans le village, de faire retaper et en plus de défalquer nos pénalités SRU en rajoutant pas de bâtiments sur la commune. Donc pour ça, il y a besoin de faire cette session. Elle était à combien l'estimation qu'elle avait déjà faite? Non, parce que c'est l'estimation, c'est les domaines qui le font, donc là on attend. C'est une libération de principe. Ouais, oui. Là, c'est une information. Quand on aura l'estimation, 600 000. on vous dira. Vous savez, c'est l'offre et la demande. Non, mais c'est parce qu'on a tous remarqué qu'à chaque fois que les domaines, ils s'envoient un peu en l'air au niveau des estimations. C'était une Vous voulez dire boutade. qu'il les dévalorise? Non. Ah non, c'est le contraire. Ouais, ça dépend en fait. Ça dépend. Non, parce que j'avais l'impression Exactement, ça que par rapport aux Il y a autres, pas de règle. c'était plutôt qu'il les dévalorisait. Parce qu'en fait, sur certains, il les survalorise. Oui, Et tout à du fait. coup, c'est oui. Parfois, il Les est 2 dernières ont été survalorisées. par rapport avec lesquels. Ce qui était par rapport à la réalité, oui, bien sûr. Oui, par rapport à la réalité, sur la place terre, l'état des bâtiments, est-ce que ça a été estimé? La réalité, elle nous a rattrapés avec les propositions qu'il y a eu. Oui. Après, on s'adapte en fait en fonction des propositions. S'il n'y a pas trop d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie. Rapport numéro 5, il s'agit d'un avenant à la Convention territoriale globale de CTG pour 2022-2024. Madame Catherine Michelot-Varenne, je vous laisse la parole. Merci. Alors, le 18 mai 2021, on avait délibéré et approuvé la signature de la Convention territoriale globale, ce qu'on appelle plutôt CTG, qui fixe les engagements réciproques entre la CAF 13 et les communes de Velot, Coudoux, La Barbin, La Fare, les Oliviers, Lançon de Provence, Pélissade, Saint-Chamas et Salon de Provence. Donc cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2024. Il convient à l'Assemblée générale d'approuver un avenant de cette convention territoriale visant à élargir le périmètre territorial CTG initial à la commune de Rognac. Donc l'avenant a pour objet d'inclure le diagnostic territorial de Rognac en tenant compte de l'ensemble des problématiques familiales et sociales, d'identifier les besoins prioritaires de la commune de Rognac, de définir les champs d'intervention à privilégier au regard de l'écart offre et besoins, de pérenniser et optimiser l'offre des services existantes implantées sur la commune de Rognac par une mobilisation des cofinancements, de développer des offres nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les services existants et de définir les nouvelles modalités de collaboration dédiées au pilotage du projet au travers de la fonction de chargé de coopération territoriale. Donc voilà, le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'approbation de cet avenant à la CTG annexée à la convention. Quelle question? On passe au... Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 6. Il s'agit de la mise en place du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de baux commerciaux et de terrains sortants ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m². Monsieur Grégory Allenbach, adjoint délégué aux affaires économiques. Merci, monsieur le maire. Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L214-1, vu la note de synthèse, vu le plan du périmètre, vu l'avis favorable de la Chambre de commerce et de l'industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence et vu l'avis favorable de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région PACA. L'article 58 de la loi du 2 août 2005 a donné la possibilité aux communes de préempter les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux dans l'objectif de maintenir la diversité du tissu d'entreprises de proximité. C'est donc dans un souci de maîtrise de ce tissu commercial artisanal que nous avons souhaité travailler ce dossier au regard en particulier des évolutions et des difficultés auxquelles nos commerçants ont eu à faire face. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous nous dotons d'un outil qui permettra à la ville d'assurer une veille et un suivi des transactions, des fonds et baux commerciaux sur les périmètres établis. Le but de ce dispositif n'est surtout pas de préempter à toute fin. Nous n'en avons pas les moyens et ce n'est pas la vocation d'une ville que de racheter tous les commerces en mutation. C'est un outil qui permettra de maîtriser, d'accompagner et d'orienter les transactions à venir dans le but toujours de la pluralité et de commerce adapté à leur environnement et aux besoins des Veloxiens. Comme je vous l'indiquais, nous avons travaillé avec des partenaires et en particulier la métropole qui avait en 2020 et 2021 réalisé une étude pour un accompagnement à la dynamisation commerciale et artisanale du centre-ville. Il en ressortait une fragilité du tissu commercial qui se traduisait par un taux de mutation et une instabilité de ce secteur, de fait d'un déséquilibre de l'offre selon les secteurs. La métropole nous orientait dans ses préconisations vers plusieurs outils. Renforcer la popularité du centre-ville, la restructuration de la place Caire va dans ce sens. Protéger les linéaires commerciaux dans le cadre du PLU et puis la mise en place du droit de préemption. C'est l'objet de cette délibération. Ce droit de préemption s'applique sur des zones de sauvegarde. Elles seront au nombre de 3, permettant ainsi de couvrir la grande majorité du tissu commercial. Le centre commercial du Parterre, le centre-ville de Velot, la zone commerciale au niveau de Anchic et le centre commercial de La Colline. Comme je vous l'ai dit,
L'ensemble des éléments ont été validés par les chambres consulaires et le projet qui vous est présenté répond donc en tout point et aux exigences, mais aussi au strict cadre juridique de 2005 dont je vous fais grâce. Dans les faits, et dès la validation par l'instance municipale, toute cession entrant désormais dans le champ d'application du nouveau droit de préemption devra faire l'objet d'une déclaration préalable via un CERFA qui sera envoyé à Monsieur le maire, la commune en tout cas où se situe le fonds. 3 possibilités s'ouvrent à la commune. La commune n'envisage pas d'exercer son droit de préemption. Elle valide le projet et la mutation qui va s'opérer. La commune notifie au propriétaire du fonds qu'elle envisage d'exercer son droit de préemption au prix et aux conditions de la déclaration préalable. La commune notifie au cédant qu'elle envisage d'exercer son droit de préemption au prix et conditions fixées par l'autorité judiciaire saisie. Comme je l'indiquais, le but n'est pas de préempter à toute fin. L'objet de ce texte est d'intervenir avant ce droit en indiquant aux propriétaires, aux notaires et agences qui sont en charge que le projet doit s'inscrire dans la politique de développement et de pluralité par zone voulue par la ville et qu'il convient donc de trouver ensemble les projets les mieux adaptés et attendus. Pour terminer, sans doute, le législateur aura-t-il souhaité que les collectivités ne se construisent pas par ce texte un patrimoine commercial. Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de 2 ans, à compter de la prise d'effet, rétrocéder le fonds ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. A noter que ce délai peut être porté à 3 ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce. En conclusion, la mise en œuvre du droit de préemption dans le périmètre de sauvegarde offrira à la ville le moyen non seulement de se tenir informé de l'évolution de son tissu commercial, mais également d'agir sur celle-ci lorsqu'elle juge qu'une transaction risque de fragiliser le tissu. La connaissance des évolutions du tissu commercial permettra à la ville de stabiliser et de maîtriser un secteur fragile et en permanente évolution que les crises sanitaires et économiques n'ont pas épargné. Ce nouvel outil permettra à la ville de renforcer son rôle d'acteur au sein des politiques économiques et commerciales de son territoire. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur l'approbation de la mise en place du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, des fonds artisanaux, des baux commerciaux et terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m² sur le périmètre de sauvegarde dont les plans sont annexés à la convocation. Donc voilà, c'est clair, hein. Ça me paraît très clair. J'ai juste à dire que cette décision, elle a été prise, on y pensait depuis déjà un bon moment, elle a été prise depuis déjà la fin de l'été, septembre. Bien entendu, c'est quelque chose qui nécessite un long travail d'instruction, parce qu'on n'a pas l'autorisation de voter un rapport comme ça de préemption sans avoir eu un gros travail préalable avec les différentes instances. Je disais tout à l'heure, gouverner, c'est aussi un peu prévoir. Moi, je voulais juste poser une petite question sur ce qu'on est en train de faire sur la place Caire. Il me semble qu'on a fait des travaux importants. Il me semble qu'on a lancé les appels à projets, qu'aujourd'hui nous avons un porteur sur le restaurant, la brasserie, plus des jeunes de vélo, qui sont plus compétents, qui vont faire quelque chose de bien. On a des jeunes qui vont reprendre l'autre bâtiment, qui vont faire un magasin de fruits de mer, de coquillages. On est en train de travailler sur l'ancien moulin seigneurial où il va y avoir on a commencé à faire des appels d'offres et il y a beaucoup de demandes pour faire une boutique éphémère où il y aura plus d'une dizaine d'exposants qui vont se relayer sur le village. Et puis on est aussi en train de travailler avec les acheteurs de notre patrimoine, donc des bâtiments en face, qui se sont engagés suite au travail qu'on a fait ensemble pour faire des locaux commerciaux. Moi, ma question elle est simple. Madame Merle, est-ce que vous pensez que c'est bien ? On allait de toute façon voter pour. Ouais. Non, mais moi je vous pose une question très sincère et j'aimerais avoir une réponse sincère. Est-ce que vous pensez que ce travail-là, il est quand même positif pour le village ? Pour la redynamisation, effectivement, du centre, bien sûr, oui. D'accord. Bon. Je
pense que vous avez tous entendu les propos de Madame le maire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais poser une question à Monsieur Guilleux. Monsieur Guilleux, je vais vous donner un mot, une phrase, et je vais vous demander le plus sincèrement possible que vous me disiez à quoi ça vous fait penser. D'accord? C'est un petit jeu, on va dire. Ça vous fait pas peur? Monsieur est joueur. Oui, monsieur est très joueur. Voilà. Si je vous dis une politique nauséabonde, à quoi vous pensez? Politique nauséabonde, c'est tout de même assez large. Non, mais vous la voyez comment? Comment vous l'analyseriez? Moi, je l'analyserais comme une politique qui ne va pas dans l'intérêt de la population. Oui, et puis nauséabonde, c'est juste ce que ça vous fait dire. Qui, au contraire, atteint l'intérêt général ou l'ordre public en général. Ce qui a été fait sur l'électricité. Bon. Moi, je sais pas, nauséabond, pour moi, ça évoque des choses pas très catholiques, quoi. Quelque chose qui est nauséabond, quelque chose qui sent mauvais, comme on pourrait parler d'une politique à l'ancienne qui est nauséabonde, qui est pas très catholique. Moi, je vais vous dire une chose très simple, et je pense que vous voyez où je vais en venir. Bien sûr. Je vais reprendre des choses très concrètes. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est quelque chose, pour moi, dont je me méfie beaucoup. Hein. Mais au moins, ça se mérite de garder les choses écrites. Donc, quand vous dites que ça fait partie de mon travail de redynamiser le village au niveau économique et que j'étais en charge de ce sujet sur la place Caire. Depuis longtemps, oui. Ce passage je confirme. est complètement faux. Non, mais je vous le dis, c'est faux, c'était pas moi. Ok. Le centre ancien se meurt depuis trop longtemps. Nous avons alerté maintes fois en conseil municipal, mais pas comme à la coutume. Mais comme à la coutume, aucune vision, ni action concrète, à part une belle communication. Mais il ne suffit pas de chanter fleurette au Veloxien. Donc en plus, vous faites référence à mon métier de musicien. J'imagine qu'il y a un petit côté rabaissant, mais c'est pas grave, vous m'y avez habitué, maintenant il n'y a pas de souci avec ça. Et je suis très fier de mon métier. Donc en gros, ce que vous marquez là-dessus, c'est le contraire de ce que vous venez de me dire. Non. Ok. Il appartient à chacun de... On parle d'un projet là particulier. D'accord. Et là, effectivement, comme Quentin vous l'a dit, effectivement, c'est... Ça se référait de façon plus large, de façon générale. Mais si vous voulez jouer à ce petit jeu-là, il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, je suis contente que effectivement les petits pics sur les réseaux sociaux vous atteignent. Il n'y a pas de souci. Donc si je vais jusqu'au bout, c'est bien la raison pour laquelle je m'engage en politique locale. Nous avons tous la responsabilité de changer ce système nauséabond avec les réflexes archaïques de la politique à l'ancienne. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Je veux prouver. J'aimerais savoir. Juste mettre en évidence le comportement que vous avez sur les réseaux sociaux, qui est outrageant, qui est calomnieux, qui est à la limite du diffamatoire. Et c'était bien. Je vous invite à en prendre acte juridiquement. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous invite à en mais prendre moi, acte. je suis pas... J'ai bien compris votre petit jeu. Donc, vous n'assumez pas ce que vous êtes en train de dire. Mais non, pas du tout. Sincèrement, je trouve la façon dont vous fonctionnez très limite. C'est pas violent. Moi, je ne prends pas. Vous avez dit que c'était violent, que c'était ce qui semble pas être de la rigolade. le cas en ce qui vous donc concerne. c'était pas très violent. Je ne vais pas discuter, c'est pas l'objet de ce type de réunion. Non, mais c'est l'objet de mon interprétation. Oui, de votre interprétation. Donc c'est très bien on est bien d'accord de votre interprétation. Et de ce que vous avez dit dans les réseaux sociaux, Madame Maire. Non, pour avoir le courage d'assumer ce qu'on dit. Donc je vous attends, effectivement, il n'y a pas de... Vous m'attendez? Oui. Très bien, et sachez que j'ai très peur. Voilà. En tout cas, aussi, mais sincèrement, je suis content de voir. Ce genre de réflexion dénote un petit peu votre état d'esprit, mais il n'y a pas de souci. C'est vous qui... On n'est pas là. Je crois plutôt qu'il dénote du votre état d'esprit. Bon, bref. Non, mais ça, justement. Sachez que de dire sur les réseaux que nous avons une façon de faire la politique qui est nauséabonde, je trouve ça à la limite diffamatoire. Allez-y, mais non, mais allez jusqu'au bout de votre raisonnement. La constatation me suffira. Voilà. Quentin, oui, je n'ai jamais soutenu votre politique des nauséabondes. Non, mais vous faites du droit, vous avez bien fait la nuance entre le fait que je vous posais une question. Je pensais que le fait que sur une interprétation de la question était le fait que moi-même j'ai soutenu ça. Vous avez bien remarqué, non, parce que forcément j'ai voulu avoir quelqu'un de neutre pour me donner son avis. Non, mais bon, voilà, donc bon. Non, mais je ne soutiens pas. Oui, je ne sais pas compris. Mais j'ai bien, ça allait de soi. J'ai voulu avoir un avis neutre. Je me demandais si... Non, pas du tout le cas. Donc on passe au rapport numéro 7. Ah oui, on va passer au vote sur le rapport numéro 6.
Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Très bien, le rapport numéro 8 est adopté. Rapport numéro 7. Il s'agit de l'approbation du rapport annuel métropolitain 2021 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Et je laisse la parole à Coralie Morvan. Alors moi, je vais déjà remercier Julie qui m'a fait un récap aussi de la note de synthèse. Enfin, c'est une note de synthèse, je ne sais pas combien elle faisait de pages. Dans les 500. Voilà, c'est vraiment intéressant. C'est gentil à elle d'avoir travaillé là-dessus. Donc le prochain rapport aborde donc la question sur la gestion de l'eau et l'assainissement. Donc nous avons l'obligation de communiquer en conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Cette compétence est donc métropolitaine, mais le législateur a imposé que les conseillers municipaux soient informés sur ce thème ô combien quotidien. Donc, les services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont assurés par chacun des territoires sur leur périmètre géographique, pour le compte et dans le respect des objectifs et règles fixées par la métropole. La gestion de l'eau est déléguée à une société via un contrat de DSP, donc délégation de service public, d'une durée de 12 ans, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, à la société Aglopole Provence Eau, filiale de la Société des eaux de Marseille. Alors, pour quelques chiffres pour de l'eau. Donc on a 66 km de réseau d'eau potable. 100% des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique et physico-chimique. Rendement 2021 du réseau de distribution, 81%, contre 79 en 2020. Tarif au 1er janvier 2022, 2,13 € le mètre cube contre 2,06 au 1er janvier 2021. L'eau provient du canal de Marseille, donc de la Durance, et est traitée sur tout l'eau. L'approvisionnement est sécurisé. Concernant les impayés, il y a 2,32% des factures impayées sur le territoire. Elle est en baisse de 1,32%. Notez qu'il y a la possibilité de bénéficier du fonds d'aide via le CCAS pour les personnes qui auraient des soucis pour payer leurs factures d'eau. Les travaux réalisés en 2021 sur Velot, donc il y a eu l'étude pour la sécurisation de la ressource en eau sur la commune de Velot, de Berlétan, de Coudou, de la Phare, les Oliviers, de Rognac et de Ventabrin, pour un budget de 85 000 €. Diagnostic du génie civil réalisé sur les infrastructures d'eau potable du territoire du pays salonnais pour un budget de 43 000 €. Programmation de travaux en 2022 sur Velot. Poursuite de l'étude pour la sécurisation de la ressource en eau. Travaux de réhabilitation au lotissement Le Val des Vignes. Dévoiement des réseaux au lotissement de la Pérode et l'impasse des Artistes. La gestion de l'assainissement collectif est également déléguée à une société privée avec un contrat de 12 ans en vigueur, donc depuis le 1er janvier 2013, à la société Aglopole Provence Assainissement, l'APA, qui est la filiale de la SOR. Et elle, donc ça concerne, c'est les chiffres clés qui concernent la SOR, donc c'est 52 km de réseau d'assainissement. Le tarif au 1er janvier 2022, 1,31 € TTC le mètre cube contre 1,27 en 2021. Sur les impayés, c'est 2,59% des factures impayées sur le territoire, avec une baisse de 5,28 par rapport à 2020. Là, nous avons aussi une réhabilitation des réseaux au lotissement du Val des Vignes, une réhabilitation des réseaux giratoires des 4 tours. La gestion de l'assainissement non collectif est assurée par le service public d'assainissement non collectif, le SPANG. Donc ça, c'est tout ce qui est fosse septique au sein du conseil du territoire du pays salonnais. Il faut savoir qu'on a un lien très régulier privilégié avec les services de la métropole, qu'il s'agit de travailler sur des projets de programme de logement ou lors des difficultés répétées des administrés. Donc voilà pour ce qui est le rapport numéro 7 concernant l'eau potable et l'assainissement. Donc là, c'est à prendre acte. Donc il n'y a pas de vote. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. On passe au rapport numéro 8. Il n'y aura pas de vote non plus. Il s'agit de l'approbation du rapport annuel métropolitain 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Donc c'est pareil, Julie nous a fait un petit récap du dossier. Alors, le prochain rapport donc aborde la question de la gestion des déchets. Nous avons toujours l'obligation donc de donner les infos donc au conseil municipal. Les déchets sont gérés de manière territorialisée par la métropole et anciennement par les conseils de territoire avec un budget propre qui s'équilibre via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La métropole gère cette prestation avec des agents affectés à cette compétence. 57 personnes sur le pays salonnais et des entreprises qui ont obtenu des DSP. Donc le service métropolitain est un partenaire quotidien avec des relations usagers métropole ou agents de la commune et agents de la métropole. Donc ça c'est quand même le quotidien sur les services techniques. À Velot, la collecte des ordures ménagères, donc ce qui concerne les poubelles grises, se fait de 2 à 6 fois par semaine par l'entreprise La Cilim. L'entreprise qui s'occupe également de la collecte sélective, donc les poubelles jaunes, est une fois par semaine. C'est toujours la Cilim qui le fait. La collecte des points d'apport volontaires sont collectés en prestation de service, donc 1 à 2 fois par semaine en fonction des secteurs. Et la société Paprec Méditerranée qui collecte les emballages et confie la collecte du verre et des papiers à l'entreprise Vial SAS. Donc en fait, on a quand même plusieurs intermédiaires, donc c'est toujours très compliqué pour régler les problèmes quand les gens nous font remonter les différents soucis entre les apports collectifs et les apports individuels. Donc les déchets ménagers sont ensuite dirigés vers un centre de stockage ou vers le centre de transfert à Salon-Provence qui est exploité par une autre entreprise qui est l'Onyx Méditerranée. Donc les chiffres clés sur le territoire du pays salonnais. Donc il y a 123 680 tonnes, 680 000 tonnes de déchets en 2021, ce qui représente donc 853 kg de déchets par Veloxien. L'évolution donc entre 2017 et 2021 montre qu'il y a bien une augmentation des quantités d'ordures ménagères collectées, plus 0,67, avec une légère baisse entre 2020 et 2021 de moins 1,46%. Il y a une hausse des quantités de tri de plus 30%. Bon, avec tout ce qu'on a mis en place, ça paraît un peu normal. Une hausse des quantités collectées en déchetterie, plus 17%. En ce qui concerne la quantité de déchets autres, elle dépend de l'activité des services techniques municipaux une année sur l'autre et peut donc fluctuer fortement. Les chiffres clés pour Velot. Donc les 853 kg de déchets par Veloxien comprend les éléments suivants. 339 kg d'ordures ménagères non recyclées, ça c'est la poubelle grise. 49 kg d'ordures recyclables collectées en porte-à-porte, ça c'est les poubelles jaunes. 32 kg de verre collectés par rapport volontaire, 380 kg collectés en déchetterie, 50 kg collectés par les services techniques de la commune. Donc les projets qui ont été réalisés en 2022, donc il y a eu un déploiement du tri sélectif, dotation de bacs individuels en plus. On essaie de passer à tout le monde bac individuel, mais parfois c'est un peu compliqué dans le village déjà. Un nouveau site internet pour une meilleure information des usagers, un nouveau règlement pour les déchetteries avec des nouveaux horaires. La dotation de composteurs individuels, l'installation de caissons de réemploi dans les déchetteries de Salon, Malmort et la Phare-les-Oliviers et des campagnes de broyage de végétaux. Des travaux de réhabilitation de la déchetterie de Rognac, la réception de la seconde déchetterie de Salon-de-Provence. Voilà au niveau des informations qui concernent tout ce qui est déchets, la gestion des déchets. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Allez, on passe. Je pense qu'on va demander à Julie de venir assister à tous les conseils. Je pense qu'elle va alléger les réponses. Rapport numéro 9. Rognac, fermeture 2 mois à partir de 7. Oui, parce que c'est en travaux. Juste comment? On passe au rapport numéro 9, la réactualisation des modalités de versement du forfait mobilité durable. Monsieur Christophe Ollier, en espérant que votre réponse n'ait pas été faite par... C'est pas beau, c'est pas beau. Alors, il convient de réactualiser la délibération numéro 2212 DCM 18 en date du 13 décembre 2022 suite au décret numéro 2022
1557 du 13 décembre 2022, modifiant le décret numéro 2020-1547 relatif au versement de forfait mobilité durable de la fonction publique territoriale. En gros, c'est le forfait mobilité durable a pour objectif d'encourager les travailleurs à recourir davantage au mode de transport durable, vélo, pour la réalisation des trajets domicile-travail. Le forfait mobilité durable s'applique au déplacement domicile-travail effectué avec un cycle à pédalage assisté personnel, un engin de déplacement personnel motorisé, Tout bête, c'était. en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée. C'est son travail en ce moment. Pendant un nombre minimal de 30 jours sur une année civile. Donc les modalités d'octroi, vous les avez avec les différents articles, l'article 1, article 2, article 3, 4, 5 et 6. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la mise en place du forfait mobilité durable à destination des agents communaux dans les conditions présentées ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 10, il s'agit d'adhésion au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA. Monsieur Christophe Follier. Alors le CEREMA est un établissement public à la fois national et local doté d'un savoir-faire transversal, de compétences pluridisciplinaires et d'un fort potentiel d'innovation et de recherche. Le CEREMA intervient auprès de l'État, des collectivités et des entreprises pour les aider à réussir le défi de l'adaptation au changement climatique. Ces 6 domaines de compétences ainsi que l'ensemble des connaissances qu'il produit et capitalise sont au service de l'objectif d'accompagner les territoires dans leur transition. Il intervient pour le compte des collectivités sur des missions en ingénierie de deuxième niveau, assistance à la maîtrise des ouvrages notamment, et en complément de ressources locales, agences techniques départementales, établissements publics fonciers par exemple, et en articulation avec les ingénieries privées. En fait, le CEREMA est un établissement d'un nouveau genre qui va permettre aux collectivités d'exercer un contrôle et de prendre activement part à la vie et aux activités du CEREMA. Alors l'adhésion au CEREMA permet notamment de s'impliquer et de contribuer à renforcer l'expertise publique territoriale. En adhérant, la commune participe directement ou indirectement à la gouvernance de l'établissement, de disposer d'un accès privilégié et prioritaire à l'expertise du CEREMA. La quasi-régie conjointe autorise les collectivités adhérentes à attribuer des marchés publics au CEREMA par simple voie conventionnelle sans application des obligations de publicité et de mise en concurrence, de bénéficier d'un abattement de 5% sur ces prestations et de rejoindre une comité d'élus et d'experts et de disposer de prestations spécifiques. La période initiale d'adhésion court jusqu'au 31 décembre de la 4e année pleine. Le montant annuel de la contribution est de 250 € pour la première année et de 500 € pour les suivantes. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'adhésion au CEREMA et sur la désignation de moi-même comme représentant de la commune dans le cadre de cette adhésion. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Non. Rapport numéro 11. Il s'agit du remboursement d'un appareil auditif pour Greg Allenbach. Pour un agent reconnu travailleur handicapé. Je laisse la parole à Albert Marel. En sa qualité d'employeur public, la collectivité cotise au fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique. Cet organisme participe financièrement aux dépenses qui favorisent le maintien dans l'emploi. Un agent de la commune reconnu travailleur handicapé demande la prise en charge de son appareil auditif, mais on reste à charge de 2 400 €. L'organisme finance des déductions faites des autres financements par Sécu et mutuelles personnelles. Le reste à charge des appareils électroniques de surdité, donc les 2 400 €. Pour les agents qui remplissent les conditions requises dans la limite de 1 700 €. Toutefois, l'organisme ne peut rembourser directement l'agent bénéficiaire. La collectivité doit rembourser l'agent elle-même, puis demander une prise en charge à l'organisme, le FIPHT. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le remboursement d'un montant de 1 700 € pour l'appareil auditif de cet agent, étant précisé que les 700 € restants seront à la charge de l'agent concerné. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote si vous voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient?
Unanimité. Rapport numéro 12, approbation de la convention de partenariat éducatif et culturel avec le collège Bourg-Perthuis pour la section sportive hip-hop. Je laisse la parole à Catherine Michaud-Varenne. Le collège de Roquepertus propose un enseignement hip-hop aux élèves inscrits dans la section sportive de la classe de 6e à la classe de 3e. Ces élèves en fait bénéficient d'enseignements spécifiques à la pratique de la danse hip-hop. Il est proposé d'engager un partenariat spécifique entre la direction des affaires culturelles de la ville et le collège de Roquepertus selon les termes précisés dans la convention qui a été annexée à la convention. Alors, convocation, en adéquation avec la politique publique volontaire d'éducation artistique et culturelle, ce que l'on appelle les EAC, portée par la commune. La dite convention définit en fait les différentes actions envisageables ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Cette convention en fait prendra l'effet à commencer au 1er septembre 2023 pour une durée de 4 ans. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'approbation de la convention de partenariat éducatif et culturel avec le collège de Roquepertus. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On va passer maintenant au rapport numéro 13, qui est juste un donné acte de décision du maire. En ce qui concerne les décisions d'attribution d'une concession de columbarium 50 ans à Saint-Martin-le-Bas, une attribution de concession de columbarium de 30 ans à Saint-Martin-le-Haut, une attribution de concession de columbarium à Saint-Martin-le-Haut, un développement, en ce qui concerne le développement économique et emploi, une convention de mise à disposition de local municipal pour la SAS LGR Events, une convention de mise à disposition de local municipal pour la SAS LGR Events. En ce qui concerne l'administration générale de l'institution de la régie des recettes pour l'encaissement des droits d'entrée au spectacle Espace Nova Velo, l'institution de la régie d'avance de la salle de spectacle Espace Nova Velo, le renouvellement de l'adhésion au secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles de la SPPPI, de la PACA de l'année 2023, le renouvellement d'adhésion à l'association des communes forestières des Bouches-du-Rhône pour l'année 2023, demande de subvention au titre du programme national pour l'alimentation, pour 2022-2023. En ce qui concerne la vie locale, une demande de subvention de fonctionnement auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, une convention de mise à disposition ponctuelle de minibus pour le club de volleyball, une convention de mise à disposition ponctuelle du minibus pour le RCVH handball, une convention de mise à disposition de local municipal pour l'association tennis club de vélo, une convention de mise à disposition ponctuelle de minibus pour les petits explorateurs de vélo, et en ce qui concerne la culture, une convention de mise à disposition de locaux municipaux à la FCPE Collège de Roquepertus Vélo et une convention de mise à disposition de locaux municipaux, toujours pour la FCPE Collège Roquepertus de Vélo. On va passer aux questions-oppositions. Donc en ce qui concerne ensemble l'habitation, question numéro 1 de M. Didier Debarge. Les Veloxiens et les commerçants de la place Car s'inquiètent de l'avancement des travaux du bar-restaurant et nous n'avons pas de réponse à leur donner. Par conséquent, qu'en est-il de la date d'ouverture de l'établissement? Je ne sais pas donner plus de Printemps, vous avez bien noté. Printemps, mais oui, il fait chaud. On espère une ouverture au printemps. Question 2 de M. Didier Debarge. Suite à l'appel à projet concernant l'utilisation de la Bastide Lopez, y a-t-il eu des candidats et donc où en est le dossier? Donc il y a bien eu un appel à projet qui a été clos en décembre 2022. Suite à cet appel à projet, une commission d'attribution s'est réunie pour entendre le candidat, la société LGR, qui a présenté ses objectifs sur les 3 années à venir. La commission a attribué les locaux à cette société pour une location de 2 960 € par mois pour une durée de 1 an renouvelable expressément par 2 fois au maximum avant remise en concurrence. Question 3 de Valérie Merle. Avez-vous prévu dans le dossier d'information communale sur les risques majeurs de la DICRIM un plan de sauvegarde alimentaire en cas d'affectation des chaînes logistiques classiques? Est-ce que tu veux répondre, Fabrice, ou je le fais? Non, je vais répondre. Juste peut-être poser une petite question à Mme Merle. Que Vous êtes membre de la brigade? Non. Non. Non, par contre, je suis ce qu'ils font, oui. Ah, bon. Ça veut dire. Cette Ouais. question, c'est la même qui pose à chaque commune. Non, non, je suis ce qu'ils font, mais je ne suis pas On a membre. été, Par contre, effectivement, je pense qu'il y a des choses pas bêtes pour ce qu'ils font, mais bon, je vous laisse répondre, merci. Alors, pour vous répondre, sur une rupture d'une chaîne logistique classique, vous savez bien qu'une commune ne pourra pas faire face
sauf que l'État sera là pour pallier, notamment avec un plan recette qui à la population. Mais malgré tout, si vraiment on était occupé du monde, la commune, on a quand même quelques moyens sur la commune, notamment on a des agriculteurs, des maraîchers, on a quelques magasins avec des stocks alimentaires, on a une cantine centrale qui pourra travailler des aliments périssables. Donc vous avez déjà tout centralisé, enfin déjà fait une étude et centralisé. Oui, c'est facile, mais sachant qu'on sera sous la tutelle du préfet, parce qu'il prendra la main et la rupture ne sera pas que sur la commune. Ça touchera un ensemble de communes. Je suis pas inquiet sur ça. Je vais vous dire si c'est inscrit dans le dictée, moi. Il n'est pas lieu. Question de Quentin Guilleux. Monsieur le maire, la loi 3DS, ah oui. La loi 3DS entrée en vigueur le 21 février 2022 prévoyait l'instauration d'un référent déontologue pour les élus locaux, tel qu'il existe actuellement dans certaines administrations ou grandes collectivités. Le décret d'application par le 7 décembre dernier est venu préciser les modalités de désignation de ce dernier. Le référent ne devra être ni agent public de la ville, ni conseiller municipal. Ainsi, vos services se sont-ils saisis de la question d'une ouverture de poste? Je vous remercie. Alors, qui répond? Moi. Après, vexer mon ami. Bon, on ne va pas faire d'ouverture de poste puisque, comme vous le rappelez, le référent déontologue ne peut pas être un agent public de la ville. Et on comprend bien pourquoi, compte tenu de ses missions. La question de la déontologie concerne aussi bien les agents que les élus. Pour les agents, la ville bénéficie du référent déontologue du CDG 13, du département donc, qui est également référent laïcité. C'est une mission pleine et entière du département dont nous bénéficions puisque nous sommes une commune affiliée au CDG 13. Pour les élus, nous devons désigner un référent déontologue avant le 2 juin 2023. Il faudra que la personne exerce ses fonctions en dehors de la collectivité, ne soit pas agent communal et n'ait pas de lien avec la commune. Nous sommes en train d'y réfléchir. Il semble qu'il faille externaliser cette fonction. Pourquoi pas avec le CDG 13, puisque rien n'interdit que le référent déontologue des agents soit aussi désigné pour les élus. Merci de votre réponse. Question de Monsieur le maire, malgré la baisse du thermomètre, la sécheresse de 2022 n'a toujours pas disparu. Titré Libération. Avant la fin des restrictions préfectorales de l'usage de l'eau du 15 décembre 2022, la commune était au 1er décembre classée en vigilance renforcée. Pouvez-vous nous dresser un aperçu de l'état actuel des nappes phréatiques de la ville? Albert Marais, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ah oui, il est très. Oui. La sécheresse est un sujet majeur. La métropole s'en est saisie récemment lors de la conférence des maires la semaine dernière. La métropole a présenté au maire un nouvel outil, Vigilurance Verdon, qui permet d'anticiper 90 jours avant l'été, 3 mois, les niveaux de sécheresse auxquels la région sera confrontée par un système de couleurs vert, jaune, rouge. En cas de prévision en rouge, des mesures peuvent être donc prises en amont de l'été. C'est cette prévision fine qui a manqué à l'été 2022. Avec cet outil, les mesures peuvent être prises bien plus tôt pour préserver et économiser l'eau sur tous les usages, particuliers entreprises et industries. On estime que le besoin en eau pour le territoire de la métropole est de 800 millions de mètres cubes par an. 170 millions pour les habitants, 530 millions pour l'agriculture et 90 millions pour l'industrie. La ville de Velot sera évidemment très attentive aux prévisions de cet outil et prendra des mesures adéquates. La ville est également membre de l'établissement public EPAGE Ménélique qui gère les milieux aquatiques et la prévention des inondations depuis plus de 40 ans. Pardon? C'est l'ancien sabbat. C'est l'ancien sabbat, oui. Au quotidien, il veille sur l'ensemble du bassin versant des étangs de Berre et de Bolmont où coulent l'Arc, la Cadière et la Toulouse. Un suivi très régulier est effectué par cet établissement public. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut faire la différence entre les nappes exploitables et non exploitables. On sait que dans la vallée de l'Arc, nous avons une nappe géante mais très profonde, située à plus de 800 mètres. Il y a d'ailleurs une eau minérale qui sort, l'eau minérale 808, qui est à Méreuil. C'est la source la plus profonde d'Europe. C'est l'eau la plus chère. C'est une eau qui est très chère, mais paraît-il qui est très bonne. Moi, je n'ai pas les moyens de l'acheter. Ça passe bien. Entre nous, oui. Donc, À la maison, j'ai des bouteilles. pour répondre plus précisément à ta question,
nous n'avons pas à l'heure actuelle la cartographie des nappes phréatiques. Nous allons nous renseigner auprès de Ménélic. Sachant que c'est des choses qui sont mises à jour de manière régulière, mais pas fréquente. Parce que c'est un sujet actuellement qu'on oublie car on n'est pas forcément en période estivale, donc on a l'impression que c'est moins proche de nous, mais il est vrai que je vous rassure Quentin, on l'oublie pas. Hein. On était en réunion la semaine dernière. Au niveau à la métropole, il y avait une réunion avec tous les maires sur ce sujet-là, et on a pu, ça a donné lieu à une discussion assez intéressante parce que finalement il y a plein de solutions et d'options qui sont apportées en termes d'économie d'eau et de travail là-dessus, notamment au niveau de la réhabilitation des rigoles pour l'eau qui vient de toute la plaine de l'Accro et tout ça, avec la récupération des eaux pour les nappes phréatiques, parce qu'on pense qu'on pourrait justement les rendre hyper hermétiques pour quelqu'un, mais en fait ça permet de faire un meilleur ruissellement dans la nappe phréatique. Il y a aussi l'utilisation de l'étang de Berre pour récupérer de l'eau et la rendre, et avec notamment les chutes de Saint-Chamas. Il y en a qui travaillent aussi au niveau de la mer aussi. Donc il y a plein de projets, autant de projets qu'il y a d'intelligence finalement qui travaillent. Aujourd'hui, la priorité c'était vraiment que la métropole se dote d'un vrai outil d'études pour pouvoir avoir encore une fois une vision un peu comme nous on a avec Cassandre. Eux ils l'ont avec tout ce qui est au niveau des flux, pour pouvoir être le plus en amont des périodes de sécheresse, avoir déjà les éléments sur les chutes de débit et pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement pour limiter les pertes hydrauliques. Et c'est un sujet qui est éminent, il n'y a pas de souci. Messieurs, dames, on a fini l'ordre du jour, on a fini les questions, et j'ai manqué à quelque chose que je regrette énormément aujourd'hui. On a un de nos anciens conseillers municipaux qui a disparu cette semaine, et quelles que soient les appartenances, quelles que soient les inimitiés au sein de notre ville, je pense que c'est une disparition qui a touché vraiment beaucoup de monde, et on a tous été impactés par ça, j'imagine. En tout cas, moi je le ressens, et on l'a tous ressenti, parce qu'on a tous été un petit peu KO pendant un bon moment, que ce soit les élus, que ce soit les agents de la ville, et tous les citoyens en général. Et si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on ait une petite minute de silence pour Pierre Balestréry. Merci. Bonne fin de soirée.